À partir de ce panneau, la vitesse maximale autorisée peut être de réponse A 110 km/h, réponse B 130 km/h. Le panneau bleu à droite indique l'entrée d'une route à accès réglementé. Les routes à accès réglementé sont des infrastructures qui permettent de se déplacer rapidement. Elles sont souvent appelées voies rapides ou voies express. Et ce type de voie n'est autorisé qu'à certaines catégories de véhicules. De plus, des règles particulières s'y appliquent. Les piétons, les cyclistes, les cyclomoteurs et les tracteurs y sont interdits. Les routes à accès réglementé et les autoroutes sont deux types de voies différentes. Contrairement à une autoroute, une route à accès réglementé peut comporter des intersections, telles que des carrefours à sens giratoire, des carrefours avec des panneaux de priorité. Sa vitesse autorisée est de 110 km/h maximum dans de bonnes conditions météorologiques. Le panneau à gauche nous indique que nous nous dirigeons vers l'autoroute, mais le panonceau au-dessus nous indique que nous entrons sur la nationale 205. À partir de ce panneau, la vitesse maximale autorisée peut être de réponse A 110 km/h. Les motos peuvent être autorisées à circuler en interfile à une vitesse maximale de réponse A 50 km/h, réponse B 70 km/h. C'est une habitude que beaucoup de motards ont prise, mais qui pourrait être qualifiée de mauvaise, rouler en interfile. Dès le 1er août 2024, les deux roues prises en flagrant délit devront d'ailleurs s'acquitter d'une amende. L'interfile n'est autorisé que pour 21 départements, qui font l'objet d'une expérimentation depuis 2016. La circulation interfile doit également se pratiquer à une vitesse de 50 km/h au maximum, avec un différentiel de 30 km/h par rapport aux autres véhicules. Les motos peuvent être autorisées à circuler en interfile à une vitesse maximale de, réponse A, 50 km/h. Après avoir dépassé le camion, je me place dans la voie de droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. La voie située à ma droite s'appelle voie réservée aux véhicules lents. Elle comporte des traits larges, ce qui signifie qu'elle est réservée à certains usagers, probablement des véhicules lents. Je n'ai donc pas le droit d'y circuler, sauf si ma vitesse ne dépasse pas 60 km/h. Le camion à droite est limité à 60 km/h, donc pour le dépasser, il faudra que j'aille à plus de 60 km/h, donc je resterai dans cette voie de circulation. Après avoir dépassé le camion, je me place dans la voie de droite. Réponse B, non. Dans cette situation, réponse A, je klaxonne et je passe. Réponse B, je passe avec prudence. L'usage du klaxon hors danger immédiat est formellement interdit en ville selon le code de la route. Afin d'éviter des nuisances sonores qui peuvent troubler la tranquillité des riverains, piétons ou cyclistes, l'usage abusif du klaxon est sanctionné par une amende pouvant aller jusqu'à 150 €. Je me trouve dans une ruelle étroite avec des piétons, donc je dois faire preuve d'une grande prudence. Dans cette situation, réponse B, je passe avec prudence. Généralement, dans un tunnel, la vitesse minimale est de 50 km/h. Réponse A, oui. Réponse B, non. En France, la vitesse minimale autorisée dans un tunnel est généralement de 50 km/h, sauf indication contraire par des panneaux de signalisation spécifiques. Dans un tunnel, la vitesse minimale est de 50 km/h. Réponse A, oui. Ce cycliste, réponse A, salue un piéton. Réponse B, indique un changement de direction.
Les cyclistes ont eux aussi des règles à respecter. Respecter le code de la route, porter un casque, utiliser des voies cyclables lorsqu'elles sont disponibles, équiper son vélo, ne pas rouler sur les trottoirs, être visible, respecter les piétons et signaler leur changement de direction en utilisant des signaux manuels. Dans le cas présent, le cycliste nous indique son intention de tourner à gauche. Ce cycliste, réponse B, indique un changement de direction. Un conducteur circulant sans assurance s'expose à une amende de 3 750 €. Réponse A, oui. Réponse B, non. Il est financièrement responsable des dégâts occasionnés. Réponse C, oui. Réponse D, non. Quelle que soit la cause du défaut d'assurance, cette infraction est un délit passible de lourdes peines, jusqu'à 3 750 €. Quand l'auteur d'un accident de la route n'est pas assuré, c'est le fonds de garantie automobile qui indemnise les victimes dans un premier temps. C'est un organisme géré par l'État qui a pour but d'indemniser les victimes lorsqu'un conducteur impliqué dans un accident n'est pas assuré ou non identifié. Puis le conducteur sans assurance remboursera le fonds de garantie. Un conducteur circulant sans assurance s'expose à une amende de 3 750 €, réponse A, oui. Il est financièrement responsable des dégâts occasionnés, réponse C, oui. Réponse A et C. À la prochaine intersection, je devrais céder le passage. À gauche, réponse A, oui. Réponse B, non. À droite, réponse C, oui. Réponse D, non. Ce panneau annonce la proximité d'un carrefour à sens giratoire. Nous sommes en agglomération, il est donc situé à environ 50 mètres. À cette intersection, je devrais céder le passage aux véhicules engagés sur l'anneau, c'est-à-dire les véhicules arrivant sur la gauche. Je ne devrais pas céder le passage à ceux de droite. À la prochaine intersection, je devrais céder le passage à gauche, réponse A, oui. À droite, réponse D, non. Réponse A et D. Si tu souhaites obtenir ton code rapidement, abonne-toi, mets un like pour plus de contenu et dis-moi dans les commentaires à combien de fautes tu en es. Question 9. Je circule dans la bonne voie. Réponse A, oui. Réponse B, non. En marche normale, quand plusieurs voies sont affectées à mon sens de circulation sur une voie à sens unique, je dois, dans la mesure du possible, rouler dans la voie la plus à droite. Je circule depuis un certain temps sur la voie de gauche. Ce choix de placement pourrait gêner ou provoquer un accident en obligeant les véhicules arrivant derrière moi de passer de la voie la plus à gauche à la voie la plus à droite pour me dépasser. Je dois donc me placer dans la voie la plus à droite possible. Je circule dans la bonne voie, réponse B, non. L'amende maximale qu'un conducteur peut encourir s'il refuse de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie ou de dépistage de stupéfiants est de 4 500 €. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le refus de se soumettre à un dépistage est sanctionné aussi lourdement que si vous étiez positif. Cela vous enverra au tribunal. La perte de points est également de 6 points et elle sera même aggravée si le refus est associé à un état d'ivresse manifeste, perte de 8 points, ou à un accident de la circulation. Les forces de l'ordre procéderont à un retrait de votre permis de conduire pendant 72 heures et le préfet pourra suspendre votre permis. Si vous refusez un contrôle d'alcoolémie ou un dépistage à l'occasion d'un contrôle routier, vous êtes présumé de conduire sous emprise et vous risquez une amende de 4 500 €. L'amende maximale qu'un conducteur peut encourir s'il refuse de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie ou de dépistage de stupéfiants est de 4 500 €. Réponse A, oui. Ce véhicule fonctionne au sans-plomb. J'utilise le pistolet de couleur. Réponse A, jaune.
Réponse B, vert. Afin d'éviter au maximum une erreur de carburant, les stations-service possèdent des pistolets de distribution de plusieurs couleurs. En général, les pistolets distribuant du gasoil diesel sont de couleur jaune, orange ou noire. Les pistolets distribuant du sans-plomb sont de couleur verte. Ce véhicule fonctionne au sans-plomb, j'utilise le pistolet de couleur. Réponse B, vert. Ce panneau indique, réponse A, une interdiction de faire marche arrière, réponse B, un changement de limitation de vitesse, réponse C, une interdiction de klaxonner. Ce panneau de signalisation à fond bleu indique l'entrée d'une autoroute. Il informe le conducteur qu'il aborde une chaussée qui lui impose des règles de signalisation particulières. Même si ce n'est pas précisé, ce panneau impose à lui seul une vitesse maximale de 130 km/h et 110 km/h en période probatoire. Les voies seront à sens unique et il sera interdit de faire demi-tour ou marche arrière. Mais rien ne vous interdit de klaxonner. Ce panneau indique, réponse A, une interdiction de faire marche arrière, réponse B, un changement de la limitation de vitesse, réponse A et B. Pour estimer la vitesse d'un véhicule arrivant derrière moi, je consulte mes rétroviseurs. Réponse A, une fois assez longtemps. Réponse B, plusieurs fois rapidement. Regarder trop longtemps dans les rétroviseurs, c'est quitter la route des yeux devant soi de façon dangereuse, surtout si la situation devant nous évolue rapidement. Freinage, changement de fil d'un autre véhicule, etc. De plus, en regardant de façon permanente dans un rétroviseur, il n'est pas facile de voir si un véhicule approche ou non, alors que l'écart de vitesse est faible. Aussi, il est préférable que je regarde en 2 fois ou plus, rapidement, puis de comparer ce que j'y ai vu. Et entre deux, je me concentre sur ce qui se passe devant moi. Pour estimer la vitesse d'un véhicule arrivant derrière moi, je consulte mes rétroviseurs. Réponse B, plusieurs fois rapidement. Avec mon permis B, je peux transporter jusqu'à, réponse A, 6 passagers, réponse B, 8 passagers, réponse C, 10 passagers. En tant que titulaire du permis B, le conducteur peut transporter jusqu'à 8 passagers au maximum. Si on additionne le conducteur, cela fait 9 personnes au total. Pour pouvoir transporter plus de 8 personnes, il faudra passer le permis D. Avec mon permis B, je peux transporter jusqu'à, réponse B, 8 passagers. Le symbole qui indique le lave-glace avant se trouve en zone 1, réponse A, oui, réponse B, non. Zone 2, réponse C, oui, réponse D, non. Pour savoir si un symbole de lave-glace ou d'essuie-glace concerne la vitre avant ou arrière, il faut se référer à sa forme. Le symbole pour la vitre avant a une forme triangulaire qui pointe vers le bas. Le symbole pour la vitre arrière a une forme rectangulaire. Le symbole qui indique le lave-glace avant se trouve en zone 1, réponse A oui, en zone 2, réponse D non, réponse A et D. Je désactive le régulateur de vitesse lorsque, réponse A, je freine, réponse B, j'appuie sur l'embrayage, réponse C, j'allume mes phares. Le régulateur de vitesse est un système électronique qui permet de maintenir automatiquement une vitesse constante sans que le conducteur ait besoin de garder le pied sur l'accélérateur.
Il réduit la fatigue du conducteur car celui-ci n'a pas besoin de laisser le pied appuyé sur la pédale d'accélérateur. Il y a plusieurs façons de désactiver le régulateur de vitesse. Le plus simple est d'exercer une légère pression sur la pédale de frein. Je peux aussi actionner la commande manuelle qui le désactive, c'est le même qui sert aussi à l'activer. Sur une voiture à boîte de vitesse manuelle, je peux aussi appuyer sur l'embrayage. Allumer mes feux n'aura aucune action sur lui. Je désactive le régulateur de vitesse lorsque, réponse A, je freine, réponse B, j'appuie sur l'embrayage, réponse A et B. Je serai prioritaire uniquement à la prochaine intersection. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je ralentis. Réponse C, oui. Réponse D, non. Ce panneau indique une intersection où je n'aurai pas à céder le passage. Celui-ci se trouve à 150 mètres car nous sommes hors agglomération. Attention, cette priorité ne concerne que la prochaine intersection. Une route prioritaire serait signalée par un panneau losange à fond jaune placé pointe vers le bas. Ce panneau triangle est un panneau danger, ce qui signifie que je dois ralentir. Je dois également ralentir à cause du virage, mais aussi à cause de cette intersection. Une intersection est toujours une zone dangereuse, même si je n'ai pas à céder le passage. Je serai prioritaire uniquement à la prochaine intersection. Réponse A, oui. Je ralentis. Réponse C, oui. Réponse A et C. Je suis à la recherche d'une place de stationnement. Réponse A, je reste dans ma voie. Réponse B, je circule dans la voie de droite. Sur la photo, on voit une route avec une voie de bus à droite. Il est important de comprendre que les voies de bus sont généralement réservées aux transports en commun et parfois aux taxis et aux vélos, mais pas aux voitures. Par conséquent, si vous cherchez une place de stationnement et que vous circulez dans une voie où il est interdit de s'arrêter, comme une voie de bus, vous risquez de recevoir une amende de 135 €. Pour vous garer sur les places à droite, assurez-vous que personne n'arrive dans la voie de bus. Traversez la voie de bus prudemment lorsque celle-ci est libre, en veillant à ne pas gêner les bus ou les cyclistes. Je suis à la recherche d'une place de stationnement. Réponse A, je reste dans ma voie. Si je perds 6 points en cours de ma première année de permis probatoire, celui-ci sera annulé. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je devrais repasser. Réponse C, le code. Réponse D, la conduite. Pendant la première année de permis probatoire, je dispose d'un capital de 6 points sur mon permis de conduire. Si je perds 6 points pendant cette période en une seule fois ou en commettant plusieurs infractions, mon permis sera effectivement invalidé. Pendant la période probatoire, une invalidation m'obligerait à repasser le code et la conduite pour conduire à nouveau. Je devrais également subir une visite médicale et des tests psychotechniques à mes frais. Si je perds 6 points au cours de ma première année de permis probatoire, celui-ci sera annulé. Réponse A, oui. Je devrais repasser. Réponse C, le code. Réponse D, la conduite. Réponse A, C et D. Dans cette zone, le stationnement est gratuit mais nécessite un disque de stationnement. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ce panneau indique une zone de stationnement payant. Ce panneau existe également en version stationnement gratuite où un disque de stationnement est requis. Lorsque le stationnement est payant, le règlement se fait par un horodateur. Ces bornes de paiement se situent à proximité. Dans cette zone, le stationnement est gratuit mais nécessite un disque de stationnement. Réponse B, non. Le réglage des rétroviseurs se fait. Réponse A, avant d'avoir réglé le siège et le dossier. Réponse B, après avoir réglé le siège et le dossier.
Le réglage des rétroviseurs doit s'effectuer en conditions de conduite. Je dois d'abord régler l'assise, ma distance au pédale, et le dossier, ma distance au volant. Si je règle le rétroviseur en premier, puis le réglage de mon siège, l'angle de mon rétroviseur sera modifié, ce qui m'obligera à le régler à nouveau. Le réglage des rétroviseurs se fait, réponse B, après avoir réglé le siège et le dossier. À ce stop, je devrais m'arrêter sur ce passage piéton. Réponse A, oui. Réponse B, non. Généralement, le stop est matérialisé au sol par une large bande blanche qui est peinte à la limite de la chaussée. Elle permet aux automobilistes d'avoir la visibilité suffisante dans l'intersection. Dans cette situation, il y a un passage piéton qui la précède. Comme il n'y a aucun piéton, je peux m'arrêter sur le passage piéton. Il est recommandé de s'arrêter 3 secondes afin de bien regarder autour de moi. À ce stop, je devrais m'arrêter sur ce passage piéton. Réponse A, oui. Pour me garer à droite, le stationnement se fera. Réponse A, en bataille. Réponse B, en créneau. Les voitures stationnées à droite sont garées en créneau car elles sont parallèles au trottoir. Pour se garer en créneau, il faut manœuvrer en reculant dans un espace de stationnement parallèle à la route. Pour se garer en bataille, l'avant du véhicule doit faire face à la route. Cette méthode permet généralement de maximiser l'utilisation de l'espace de stationnement disponible et de faciliter l'accès au véhicule. Pour me garer à droite, le stationnement se fera, réponse B, en créneau. Le fait de régler correctement le siège permet d'exécuter les commandes avec précision. Réponse A, oui. Réponse B, non. De ne pas se fatiguer trop rapidement. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le réglage correct du siège est important pour atteindre avec sûreté et rapidité les éléments de commande et pour avoir une tenue du corps décontractée et la moins fatigante possible. La position du siège, le réglage de l'appui-tête, l'inclinaison du dossier, le réglage des rétroviseurs, la bonne installation des passagers offrent les meilleures conditions de conduite et réduit la fatigue. Le fait de régler correctement le siège permet d'exécuter les commandes avec précision, réponse A oui. De ne pas se fatiguer trop rapidement, réponse C oui. Réponse A et C. Ce feu tricolore est en panne, réponse A oui. Réponse B non. Lorsqu'un feu tricolore tombe en panne, c'est le feu orange au milieu qui clignote. Lorsqu'un feu de signalisation affiche un feu clignotant orange à la place du feu vert situé en bas, le conducteur du véhicule doit alors être très attentif à ce qui l'entoure et ralentir son allure. Le feu orange clignotant en bas annonce un danger spécifique, travaux, sortie d'école, etc. Le conducteur doit également respecter la priorité à droite et donc céder le passage. Ce feu tricolore est en panne, réponse B, non. Pour croiser ce véhicule, je peux mettre mes seuls feux de position. Réponse A, oui. Réponse B, non. Mes feux de croisement. Réponse C, oui. Réponse D, non.
La nuit, avant de croiser un usager, il est important de ne pas l'éblouir. La règle de base est d'utiliser les feux de croisement. Dans cette situation, je circule en ville sur une chaussée dotée d'un éclairage continu et suffisant. Je peux donc circuler en feu de position seul ou en feu de croisement. Pour croiser ce véhicule, je peux mettre mes seuls feux de position. Réponse A, oui. Mes feux de croisement. Réponse C, oui. Réponse A et C. En agglomération, pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle minimum de réponse A, 1 mètre, réponse B, 1,50 m, de préférence, réponse C, 1 mètre, réponse D, 1,50 m. Encore une réponse à apprendre par cœur. En agglomération, vous êtes tenu de laisser un intervalle entre vous et le cycliste de minimum 1 mètre. C'est hors agglomération qu'il faut laisser un espace minimum d'1,50 m. Mais de préférence, il vaut mieux laisser le maximum d'espace. Donc entre 1 mètre et 1,50 m, il vaut mieux laisser plus, c'est-à-dire 1,50 m. En agglomération, pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle de 1 mètre et de préférence 1,50 m. Réponse A et D. Croiser un poids lourd peut dévier ma trajectoire. Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, je maintiens une prise ferme sur le volant. Réponse D, je maintiens ma vitesse au maximum autorisé. Croiser un poids lourd peut effectivement dévier votre trajectoire en raison du déplacement d'air que le camion génère. Le vent latéral créé par un poids lourd en mouvement peut influencer la stabilité et la trajectoire de votre véhicule, surtout si vous conduisez une voiture légère ou une moto. Ce phénomène est encore plus accentué sur des routes étroites ou à grande vitesse. Pour compenser les effets du déplacement d'air et maintenir le contrôle du véhicule, il est crucial de maintenir une prise ferme sur le volant. Cela vous permet de réagir rapidement et efficacement aux mouvements imprévus du véhicule causés par le vent latéral du poids lourd. Dans cette situation, il est souvent conseillé de réduire légèrement la vitesse pour augmenter la sécurité et avoir un meilleur contrôle de votre véhicule lors du croisement. Réponse A et C. Je circule sur réponse A, une piste cyclable, réponse B, une bande cyclable. Une bande cyclable est une voie partagée avec la circulation automobile généralement délimitée par une ligne blanche, tandis qu'une piste cyclable est une voie réservée exclusivement aux cyclistes, souvent séparée physiquement de la route principale. Je circule sur, réponse A, sur une piste cyclable. En cas de contrôle, si mon passager majeur n'a pas mis sa ceinture de sécurité, réponse A, mon passager risque une amende. Réponse B, je risque un retrait de points. Réponse C, je risque une amende. Avant de démarrer, il vaut mieux s'assurer que tous les passagers sont correctement attachés. Lors d'un contrôle des forces de l'ordre, je ne serai pas tenu pour responsable si mon passager majeur n'a pas attaché sa ceinture. Je ne risquerai ni retrait de points ni amende. C'est mon passager majeur qui sera sanctionné d'une amende. 135 €. Il ne perdra pas de points sur son permis car il ne conduit pas le véhicule. Par contre, si le passager non attaché était un mineur, je serai sanctionné d'une amende. En cas de contrôle, si mon passager majeur n'a pas mis sa ceinture de sécurité, réponse A, mon passager risque une amende. L'intervalle de sécurité entre deux véhicules doit être d'au moins. Réponse A, 1 seconde. Réponse B, 2 secondes. Le temps de réaction d'un conducteur est approximativement de réponse C, 1 seconde. Réponse D, 2 secondes.
Ça, c'est une réponse à apprendre par cœur. Le temps de réaction, c'est 1 seconde et l'intervalle de sécurité entre deux véhicules, c'est 2 secondes. On considère l'intervalle de sécurité comme la distance d'arrêt. Donc c'est le temps de réaction additionné à la distance de freinage. Mon temps de réaction, c'est 1 seconde. Ma distance de freinage, c'est 1 seconde. Ma distance d'arrêt, mon intervalle de sécurité, représente 2 secondes. L'intervalle de sécurité entre deux véhicules doit être d'au moins, réponse B, 2 secondes. Le temps de réaction d'un conducteur est approximativement de, réponse C, 1 seconde, réponse B et C. L'éblouissement peut affecter le temps de réaction du conducteur. Réponse A, oui. Réponse B, non. Abaisser le pare-soleil permet de réduire l'éblouissement. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le matin et le soir, le soleil est bas sur l'horizon, ce qui peut provoquer un éblouissement lorsqu'on conduit. Les rayons du soleil peuvent se réfléchir sur les surfaces telles que les routes, les pare-brises et autres véhicules, bâtiments, ce qui amplifie l'effet d'éblouissement. Le changement soudain de lumière, comme quand vous sortez d'un tunnel, ça provoque également de la fatigue oculaire. Des taches peuvent apparaître dans votre vision. Si votre pare-brise est sale, ça va amplifier le problème. Bien entendu, vous allez perdre de la capacité visuelle, donc ça risque d'augmenter votre temps de réaction. Et abaisser le pare-soleil permet dans certains cas d'abaisser l'éblouissement. Réponse A et C. Je termine de serrer les écrous de roue lorsque le cric est en position haute. A, réponse oui. B, réponse non. Un cric, c'est un dispositif mécanique qui va vous permettre de soulever votre voiture. Donc vous avez 4 points d'ancrage sur la voiture qui sont prévus pour. Une fois le cric placé, vous tournez la manivelle jusqu'à temps que la voiture s'élève afin de pouvoir retirer la roue. La roue, elle est fixée à la voiture par des boulons. Il va bien falloir enlever les boulons pour pouvoir retirer la roue. Et ça, lors du desserrage et du serrage de ces boulons, vous pouvez le faire uniquement quand les pneus reposent au sol. Donc, je termine de serrer les écrous de roue lorsque le cric est en position haute. Réponse B, non. Pour tracter une remorque, si le PTAC, le poids total autorisé en charge, dépasse les 3,5 tonnes, je suis tenu de suivre une formation. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le PTAC est la masse maximale autorisée pour un véhicule en charge, incluant le poids du véhicule lui-même, celui des passagers, des marchandises et tout autre chargement. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, si la somme des PTAC est inférieure à 3500 kg, donc 3 tonnes 5, eh bien je peux tracter une caravane ou une remorque avec mon permis B. Si la somme des PTAC est comprise entre 3 tonnes 5 et 4 tonnes 2, eh bien il me faudrait une formation de 7 heures supplémentaires. Si la somme des PTAC dépasse les 4 tonnes 2, eh bien il me faudra le permis BE. Pour tracter une remorque, si mon PTAC global dépasse les 3 tonnes 5, je suis tenu de suivre une formation. Réponse A, oui. Au péage, dans 400 mètres, je pourrais payer. Réponse A, en espèces. Réponse B, en carte bancaire. Réponse C, en chèque vacances. Au péage, vous pouvez payer de deux manières, en espèces ou en carte de crédit. Même si ce n'est pas le moyen le plus rapide pour passer le péage, le paiement en espèces reste possible sur l'autoroute. Les pièces de 10, 20 et 50 centimes, les pièces de 1 et 2 euros, ainsi que les billets de 5, 10 et 20 euros sont acceptés. Les chèques vacances ne sont plus acceptés au péage depuis 2023. Vous pouvez également utiliser un badge télépéage pour plus de rapidité. Au péage, je pourrais payer réponse A en espèces, réponse B en carte bancaire, réponse A et B. Dans cette situation, réponse A, je suis sur l'autoroute. Réponse B, je ne suis pas sur l'autoroute. Réponse C, je quitte l'autoroute.
À droite de l'image, on peut voir que le panneau aire d'autoroute est barré. Au-dessus, le panonceau nous indique A62, ce qui signifie que nous sommes sur l'autoroute A62. Dans cette situation, je quitte l'aire d'autoroute et je me réengage sur l'autoroute. Ce qui signifie que dans cette situation, je suis sur l'autoroute. Réponse A. Pour garer ma voiture dans une rue en pente. Réponse A. Je mets ma voiture au point mort. Réponse B. J'engage la première vitesse. Réponse C. J'engage la 5e vitesse. Lorsque vous vous garez dans une pente, il est fortement recommandé de mettre la première vitesse ou la marche arrière. Avec une voiture à boîte automatique, vous mettrez le sélecteur de vitesse sur le P. En effet, lorsqu'une de ces vitesses est enclenchée, le moteur est mécaniquement connecté aux roues via la transmission. Cela signifie que le moteur exerce une résistance contre les roues. Lorsque vous garez votre voiture dans une pente, il peut être nécessaire de tourner les roues. Ceci empêchera le véhicule de dévaler la pente. Pour garer ma voiture dans une rue en pente, réponse B, j'engage la première vitesse. Le carnet d'entretien d'un véhicule indique, réponse A, comment ajuster les paramètres du GPS, réponse B, des informations détaillées sur les révisions effectuées. Le carnet d'entretien d'une voiture est un document fourni par le constructeur du véhicule qui répertorie toutes les opérations d'entretien recommandées et effectuées sur celui-ci au fil du temps. Vous avez le suivi des services qui permet de suivre toutes les opérations d'entretien régulières telles que les vidanges d'huile, les changements de filtre, les révisions périodiques, etc. La garantie, conserver le carnet d'entretien à jour est souvent requis pour conserver la garantie du constructeur. L'historique du véhicule, le carnet d'entretien fournit un historique détaillé des travaux effectués sur le véhicule, ce qui peut être précis lors de la revente. Cela montre que le véhicule a été entretenu régulièrement et conformément aux recommandations du fabricant. Les conseils d'entretien, en plus de répertorier les opérations d'entretien, le carnet peut également fournir des conseils utiles sur la maintenance préventive et les bonnes pratiques pour prolonger la durée de vie du véhicule. Vous retrouverez comment ajuster les paramètres du GPS dans le manuel d'utilisation du véhicule. Le carnet d'entretien d'un véhicule indique, réponse B, les informations détaillées sur les révisions effectuées. Dans cette situation, le principal danger est, réponse A, que le car redémarre et me coupe la route, réponse B, qu'un piéton surgisse devant le car. Pour cette question, il faut s'imaginer continuer d'avancer et doubler le car par la gauche. On comprend qu'il y a deux voies de notre côté de circulation, et quand le car va reprendre sa route, il va rester dans sa voie. En le doublant par la gauche, il y a peu de chances qu'il change de voie. Mais là, on nous parle du principal danger. Le principal danger se situe devant le car. Lorsque vous serez au volant, vous aurez l'occasion de voir ce genre de situation. Beaucoup de personnes traversent devant ou derrière les cars. Et quand vous arrivez à sa hauteur, vous le voyez vraiment au dernier moment. Et ça représente un énorme danger. Surtout au niveau des enfants, ils n'ont pas l'expérience. Ils ne comprennent pas que traverser dans ces conditions est extrêmement dangereux. Donc toujours faire très attention quand vous dépassez un bus dans le centre-ville. Il peut toujours cacher un piéton. Dans cette situation, le principal danger est, réponse B, qu'un piéton surgisse devant le car. Il commence à pleuvoir. La vitesse maximale à laquelle je peux rouler est 2. Réponse A, 50 km/h. Réponse B, 60 km/h. Réponse C, 70 km/h. Lorsque la limitation de vitesse est inférieure à 90 km/h, la pluie n'affecte pas cette limitation.
Comme le panneau indique 70 km/h, la vitesse maximale reste de 70 km/h. Mais pour votre sécurité, vous pouvez bien sûr abaisser votre vitesse. Il commence à pleuvoir, la vitesse maximale à laquelle je peux rouler est de, réponse C, 70 km/h. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as appris des choses intéressantes. N'oublie pas de mettre un like pour me soutenir et de t'abonner. Pour aller plus loin avec le code, je te propose une nouvelle série juste ici. À tout de suite.